Bonsoir pour ce second plateau de notre Mediapart Live. Avant de revenir avec Edoui Plenel et ses invités sur le martyre d'Alep et le cauchemar syrien, nous avons consacré ce plateau au Football Leaks. Alors pour ceux qui n'auraient pas ouvert un ordinateur ou un journal ces dernières semaines, les Football Leaks, c'est la plus grande fuite de données de l'histoire du sport, organisée par 12 médias européens, dont Mediapart en France, le Spiegel en Allemagne, le Sunday Times en Angleterre, l'Expresso en Italie, El Mundo en Espagne et bien d'autres confrères qui nous permettent de chroniquer, de documenter ce que nous avons appelé la face noire de l'industrie du foot. Alors, parmi les grandes informations qui ont été publiées depuis maintenant 2 semaines, le 2 décembre, Ronaldo, qui a dissimulé dans les paradis fiscaux la bagatelle de 150 millions d'euros, le système offshore d'évasion fiscale mis en place par un super agent, George Mendes, l'entraîneur de Manchester, Mourinho, qui est pris dans la nasse des Football Leaks, le nom de Paul Pogba, grand international français, dont les droits à l'image se sont baladés d'un paradis fiscal à l'autre, du Luxembourg aux îles Jersey, à l'île de Jersey, pardon, dans les îles anglo-normandes. Demain, nous allons raconter des nouvelles informations sur les agents. Nous avons décrit comment le Pays-Bas était devenu un lieu de blanchiment incroyable pour des joueurs aussi célèbres que Pastore ou Di Maria, 2 joueurs argentins du Paris Saint-Germain, ce qui permet également d'interroger le rôle des clubs dans ce type de pratique. Alors ce soir, nous avons 4 invités. Alors, on a remarqué qu'il y avait toujours beaucoup de monde pour venir parler des matchs de foot, de la tactique, de la stratégie. C'est vrai que c'est plus compliqué pour venir parler des dérives de l'industrie du foot. Donc on les remercie tout particulièrement, les invités. Alors le premier d'entre eux, Philippe Pia, bonsoir. Vous êtes le président de l'Union nationale des footballeurs professionnels. À vos côtés, Jean-François Brocard. Merci d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence au Centre de droit et d'économie du sport de Limoges, si je ne me trompe pas. Jérôme Latta, habitué maintenant des plateaux de Mediapart Live. Vous dirigez les excellents cahiers du foot. Et enfin, Bertrand Colly, du syndicat des agents des joueurs de football. Alors, pour présenter la soirée, l'un des 3 journalistes de Mediapart qui, depuis 7 mois, a compulsé ces 18,6 millions de documents que constituent les Football Leaks. On aime bien dire que c'est à peu près 500 000 fois la Bible. Michel Henry, journaliste à Mediapart, Yann Philippin, et donc Michael Ajdenberg qui va présenter la soirée avec moi ce soir. Michael, je te laisse la parole. Non, mais la première question est toute bête. En fait, nous, on est un peu tombés des nues en découvrant tous ces documents et tous ces montages financiers et toute cette face noire du football, comme l'a dit Fabrice. Vous, Philippe Pia, qui connaissez le milieu par cœur, qu'est-ce que vous avez appris en lisant Mediapart ou en découvrant les Football Leaks? J'ai rien appris. Merci, bonsoir. J'ai rien appris parce que c'est un secret de polichinelle. Et si on me laisse le temps, j'essaierai d'expliquer qu'en fait, là, ce sont des conséquences d'un système. Le système, c'est le système des transferts, contre lequel je me bats depuis quelques années, parce qu'il est la source de tous les maux. Et encore une fois, si on a le temps, je vous expliquerai comment ça se passe. Ce que vous voulez dire, c'est que tout ça est parfaitement connu du milieu, aussi bien des clubs, les joueurs, les agents, et tout le monde laisse faire. C'est connu de la FIFA, de la Commission européenne, des pouvoirs politiques français. Et tout ça fait que tout le monde est d'accord de faire perdurer un système comme ça, parce que probablement ça les intéresse par du lobbying, pour certains financièrement, mais c'est un système qui aujourd'hui est la source de tous les maux. Bertrand Colly, vous êtes d'accord? Vous aussi, vous étiez au courant de tout ça parfaitement? Oui, globalement, je n'ai pas appris grand-chose. Et pour répondre plus complètement à la question de Fabrice Arfi, nous, au bureau directeur, quand il a été question et qu'on s'est posé la question de participer ou non au débat de ce soir, c'était quand même assez vif et serré comme discussion et comme résultat de vote. Donc, comme je suis abonné chez vous, ma voix l'a emporté, et puis j'ai pu expliquer comment vous fonctionnez. Mais voilà, nous, la raison vraiment de la présence ici, c'est que, premièrement, ceux qui ne voulaient pas venir, c'était un petit peu la grosse crainte du tous pourri, dans lequel, effectivement, on veille systématiquement à ne pas tomber, et qui n'est d'ailleurs jamais la vérité. Voilà, et en second lieu, ce qui est important, parce qu'on sait comment ça finit en général, c'est qu'au final,
Le bouc émissaire, celui qui paye, celui qui va être vilipendé, c'est bien évidemment l'agent sportif. Donc on en reparlera bien évidemment, mais je suis là effectivement en tant que président du syndicat national des agents sportifs pour les défendre parce que 90% font leur boulot parfaitement correctement. Pardonne-moi de répéter la question, mais alors du coup, vous aussi, vous saviez tout ça. Donc c'est-à-dire qu'en fait, les gens du milieu, on a appris à tous nos lecteurs, mais tous les autres... Nous savons tout ça. Je vais y répondre. Je vais répondre de manière très simple. Tchernobyl ne s'arrête pas, le nuage toxique ne s'arrête pas à la frontière. Bien sûr qu'on s'en doute. Maintenant, si vous me demandez un document, j'en ai pas, non. Avant de donner la parole à Jérôme Latta, parce que vous avez commis un texte qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux et pas que dans les jours qui ont suivi la publication des premiers Football Leaks. Un mot, Jean-François Brocard. Alors, vous êtes maître de conférence, je l'ai dit, au Centre de droit et d'économie du sport, je crois spécialiste notamment de la question des agents. Est-ce que pour que nos lecteurs et téléspectateurs maintenant nous comprennent, qu'est-ce que c'est concrètement le rôle d'un agent dans le monde du football? Est-ce qu'on l'a vu évoluer au fil du temps? Et après tout, pourquoi il y a besoin d'agents dans le monde du football? Évidemment, Bertrand Colli, vous pourrez intervenir et répondre. Est-ce qu'un COPA avait un agent, par exemple? Alors j'aurais deux réponses à offrir à cette question. La première, c'est une vision juridique, une seconde qui serait davantage économique. Juridiquement, la définition qui est donnée des agents, c'est une personne qui est destinée à mettre en relation un club et un joueur en vue de la conclusion d'un contrat. Donc c'est un intermédiaire. C'est l'intermédiaire qui met en relation. C'est son rôle juridique, prévu par la réglementation. Au niveau économique, quand on réfléchit à la justification de l'intermédiation d'un marché, donc de la présence d'un intermédiaire... L'offre et la demande. De l'offre et de la demande, exactement, puisque le marché des joueurs de football n'est pas un marché sur lequel les offreurs rencontrent les clubs. Il y a un acteur intermédiaire qui joue le rôle de mise en relation. Économiquement, il est justifié par l'existence d'une asymétrie d'information entre les clubs et les joueurs. C'est-à-dire que les clubs n'ont pas suffisamment d'informations sur les joueurs, et inversement, les joueurs n'ont pas toutes les informations sur les clubs, que ça soit parce que les clubs et les joueurs cachent des informations, ou alors tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie de passer du temps à récolter cette information. Et donc l'agent se spécialise, devient expert dans cette détention et dans cette révélation d'informations privées, qui va servir à la fois aux joueurs et aux clubs pour diluer et fluidifier le marché. C'est son rôle économique. Mais les informations privées, c'est-à-dire alors, que les gens comprennent. Je prends un exemple. C'est la santé. Alors ça peut être la santé, par exemple. Vous êtes un club, vous cherchez un joueur. Par exemple, vous êtes un club de rugby aujourd'hui en championnat de France. Ouais. Vous cherchez un seconde ligne. Il y a un certain nombre de joueurs sud-africains qui sont disponibles, mais il faut aller regarder tous leurs matchs, vérifier qu'ils sont en bonne santé, qu'ils ont une vie privée stable, qu'ils ont envie d'apprendre la langue, qu'ils ont envie de venir en France, etc. Ça sont des informations pour lesquelles les clubs ont des difficultés, et donc ils vont payer un agent pour récolter ce genre d'informations, par exemple. Et pourquoi ça se paye si cher, un agent pour Alors ça, c'est une autre question. Le montant de rémunération est quelque chose d'intéressant, puisque en football, pour parler de football, c'est 10% du montant des salaires bruts chargés. Mais par exemple, si on s'intéresse au sport américain, on sait qu'ils vont toucher que 2 à 3% de ces salaires. Donc il y a des divergences qui existent au niveau international, qui justifie la question de est-ce que c'est le juste prix du service rendu. Bertrand Colli ? La question sur l'intérêt des agents sportifs ? Oui. Pour compléter la réponse, une chose évidente, les agents sportifs existent parce qu'on a eu besoin d'eux, parce que les joueurs ont eu besoin d'eux. Hein, un des premiers, c'était que tu connais bien, Frédéric Dobrage, qui est toujours d'ailleurs agent licencié de la Fédération française de football, était gardien de but à Auxerre, l'expliquait, je me souviens, de colloque en colloque, que lui-même avait vu comment se passait la relation entre des dirigeants qui souvent ont 50 ans, voire plus, avec toute l'expérience et le bagage qu'ils peuvent avoir, face à un jeune qui a 18 à 25 ans, qui n'a absolument pas ces connaissances-là. Et je peux vous dire, et on le sait bien, qu'en 5 minutes dans un bureau, à 3 contre 1, vous lui tournez la tête, mais avec une facilité dérisoire. Donc, c'est le milieu naturellement, la nature horreur du vide, et le milieu naturellement a fait que des agents sont devenus, pour les joueurs, nécessaires. Mais est-ce que le poids des agents... Après, je vous donne la parole, Philippe Pierre. Est-ce que le poids des agents dans le monde du football a grandi proportionnellement à la financiarisation du milieu ou pas? Ou c'est déconnecté? Alors voilà, et très rapidement, hein, pour ne pas accaparer la parole. Non, mais on peut, allez-y. Hein. Un agent, je vous ai expliqué effectivement comment il est né, entre guillemets. Après, on nous appelle agent, mais vous savez aussi comment on nous appelle intermédiaire. Le mot intermédiaire
il est lourd. Mais ça, c'est nouveau, intermédiaire. Oui, mais il est lourd de sens, le mot intermédiaire. Genre Ziad Takedine, quoi. Oui, mais le mot intermédiaire fait effectivement qu'on est intermédiaire entre un point A et un point B, avec tout ce qui peut se passer, toutes les pressions qui peuvent exister. Alors, pour répondre à la question, Philippe Piat, pour répondre à la question, vous représentez les joueurs professionnels. Oui, il y a des joueurs qui ont besoin d'un agent. Pourquoi ? Parce que des fois, s'ils sont internationaux, ils ont des contrats publicitaires importants, parfois ils sont dans un pays où ils ne connaissent pas la langue. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, un joueur de foot qui est là pour jouer au foot, il a besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui, de ses affaires, etc. Donc pour certains, c'est bien d'avoir un agent, mais pas pour tout le monde. Or, c'est ce qui se passe. Tous les joueurs, quasiment, ont un agent. Par contre, ce qu'il faut préciser, c'est qu'un agent qui est alors, il doit être ou agent de club ou agent de joueur. Mais ce qui fait défaut dans le système, c'est qu'un agent de joueur est rémunéré par le club. Donc, comment c'est possible que le conseil du joueur défende ses intérêts de manière normale en étant payé par l'employeur? Donc, ça, c'est un conflit d'intérêts que moi, je dis que ça ne devrait jamais exister, mais ça perdure, même avec des lois françaises encore récentes, qui permettent de, justement, contrairement à ce que... mais peut-être expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce que... Eh bien, parce qu'un joueur, jamais il donnera 3 millions d'euros, 4 millions, 5 millions à un agent. Tandis que le club peut le faire parce que derrière cette rémunération, il n'y a pas seulement la rémunération d'avoir amené un joueur à signer dans ce club, c'est parce que ça rémunère d'autres services. Lesquels, par exemple? Eh bien, on peut tout dire ici. Oui, mais moi je dis, de toute façon, je n'ai pas de langue de bois. C'est pour se réserver la capacité d'avoir d'autres joueurs que cet agent maîtrise. Donc, au lieu qu'un joueur aille dans un autre club, il va aller dans ce club avec qui il a des rapports particuliers. Et puis parce que des fois, il y a des rétrocommissions, donc il ne faut pas le cacher. Versé à qui, des rétrocommissions? Par exemple, celui qui est décideur d'acquérir un joueur, il prend un agent, cet agent lui amène le joueur, on lui paye une commission une surcommission, parce qu'il devrait toucher 1 million, il en touche 3, et après, avec la différence, on essaye de trouver les moyens d'utiliser cette différence par rapport au prix normal qu'il devrait être payé. Le mot rétrocommission, c'est intéressant. C'est un mot qu'on connaît, nous, bien, par exemple, à Mediapart, mais plutôt dans les ventes d'armes, ou dans d'autres marchés internationaux. Ça fait écho à ce que nous disons à la lecture des Football Leagues. C'est-à-dire qu'on découvre que l'industrie du football, sans sombrer dans le tous pourri, est devenue un lieu de prévarication, de dérive financière, au même titre que parfois le pétrole, les ventes d'armes ou les laboratoires pharmaceutiques. Et ça m'amène à cette question par rapport au billet dont je parlais tout à l'heure, que vous avez signé, Jérôme Latta, qui s'appelle Football Leaks, ce que le football est devenu. C'était sur votre blog dans le journal Le Monde, enfin sur le site du quotidien Le Monde. C'était le 5 décembre 2016. Et je voudrais juste vous faire réagir à votre chute, en fait, papier. Je cite, ouvrez les guillemets, en théorie, on verra si la pratique illustre la théorie, mais en théorie, les Football Leaks comportent de quoi remettre en cause ce qu'à la fois le football et nos économies sont devenus. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Je voulais dire par là qu'on a une illustration assez spectaculaire du fait que le football, dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres, manifestait des symptômes qui lui étaient en partie propres. Il y a effectivement des dérives qui sont propres au football, et une histoire au cours des 20 dernières années qui est celle de sa financiarisation, de sa marchandisation, mais que finalement, le football fonctionnait exactement de manière analogue à celle de la société tout entière. C'est-à-dire que le football a notamment créé des footballeurs hyper riches, pour employer ce vocabulaire-là, et que comme les autres hyper riches, dont j'ai aussi parlé souvent, sans vouloir généraliser complètement, mais de l'hypercupidité, que ces footballeurs-là ont recours au même système d'évasion ou d'évitement ou de fraude fiscale que les autres. Après, pour reboucler avec ce qui vient d'être dit, et sur l'étonnement ou pas qu'on peut avoir à lire les révélations des Football Leaks, moi qui ne suis pas à l'intérieur de ce système-là, il y a au moins une remarque qu'on peut faire pour avoir observé justement depuis les 2 dernières décennies les évolutions économiques du football, c'est que toutes les conditions sont réunies pour que de telles dérives se produisent. Que ce soit il y a des flux financiers qui se sont démultipliés au cours des dernières années, au niveau international,
donc entre différents pays, avec énormément d'opacité, beaucoup d'intervenants, d'intermédiaires, comme on peut dire, et puis ces myriades, ces cascades, ces myriades de sociétés écrans au travers desquelles transitent des cascades de commissions. Donc même sans avoir une connaissance fine des mécanismes, une connaissance fine et précise des mécanismes, on sait que toutes les conditions sont réunies pour que de telles dérives se produisent. Et si, en face de cette conscience qui est facile à acquérir, il n'y a pas une volonté politique très forte, à la fois des instances sportives, mais aussi des pouvoirs publics, nationaux ou européens, de prévenir ces dérives-là, je ne vois pas comment elles pourraient ne pas se produire. Et je fais une petite parenthèse, si ça vous donne des pistes pour le futur, à Mediapart, mais pour le dopage, c'est exactement la même chose. Toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait un dopage organisé massif dans le football, et si on ne s'en préoccupe pas et si on ne lutte pas contre, on n'a aucune chance de le découvrir. Donc si quelqu'un a 18 millions de documents sur le dopage, voilà. Mediapart.fr. D'accord, on va y venir aux solutions qu'on peut envisager, mais juste pour faire part un peu de notre étonnement, parce que nous, on découvre, on est peut-être naïf, mais comment vous expliquez qu'un joueur comme Ronaldo, qui a un tel patrimoine, plus de 200 millions d'euros, qui gagne de telles fortunes, plus de 30 millions d'euros de salaire par an, qui a un droit à l'image colossal, on l'a vu, puisque ces 150 millions-là, ils viennent de ces droits à l'image, qu'il a très peu d'impôts à payer, 2 millions d'euros, ce qui constitue sur 5 années, les 5 premières années qui passent au Real Madrid, c'était rien du tout. Il a recours à un agent, à des avocats fiscalistes, etc. Tout un système avec une prise de risque terrible, qui peut être fiscale, qui peut être judiciaire, pour son image, etc., pour des économies qui ne représentent rien du tout pour lui. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Oui, mais là, on inverse le problème. Philippia. On inverse le problème. Ce n'est pas le joueur qui recherche ça. C'est ses conseils qui lui disent comment il doit faire. Parce qu'on peut imaginer que les joueurs, ils ne sont pas rompus, savoir les îles Caïmans, les pays où il y a une fiscalité. Les joueurs ne sont pas au courant de ça. Il est quand même au courant qu'il va faire quelque chose d'illégal. Vous pensez qu'il le sait, qu'il ne va pas payer d'impôts? Il le sait qu'il doit payer des impôts. Je ne dis pas qu'il ne le sait pas. Mais quand quelqu'un qui est son mentor vient lui expliquer que ton argent, si on le plaçait là, tu vas payer moins d'impôts, il y a beaucoup de gens, pas que des joueurs de foot, qui disent pourquoi pas. Mais enfin, entre payer moins d'impôts et ne pas déclarer à l'administration fiscale ses revenus, il doit en déclarer beaucoup à côté, hein. Faut pas croire. Non, mais je dis pas qu'il a bien fait. Mais la question, c'est comment. C'est pas un joueur de foot qui peut imaginer des circuits comme ça. C'est forcément les conseils qu'il a autour de lui. Et les conseils, ce sont ceux qui lui permettent d'avoir des rémunérations les plus élevées possibles par le biais. Si on a le temps, on parlera des fonds de pension qui prêtent de l'argent au club pour avoir des droits sur les joueurs. Et ensuite, leur but, c'est qu'ils soient vendus s'ils pouvaient tous les jours ou tous les 6 mois, pour toucher à chaque fois leur pourcentage sur la mutation d'un joueur. Donc le problème qu'il faut dénoncer, à mon avis, c'est le problème du système des transferts. Pourquoi? Aujourd'hui, vous avez une voiture, elle coûte 10 000 euros. Vous la vendez à la rigueur 20 000 euros. S'il y a un contrôle fiscal, on ne peut pas trop trouver anormal. Mais avec un joueur, on peut le vendre 10 millions comme 100 millions. Donc et là, il n'y a pas de valeur étalon. Donc à partir de là, il y a une plage qui permet toutes les manipulations. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il faudrait revenir à des choses plus normales. Et c'est-à-dire que, contrairement à ce qui se passe, les contrats de travail qui sont des contrats de travail, parce qu'aujourd'hui, on fait un contrat de travail pour un joueur, pas pour le faire travailler, on fait un contrat pour le vendre. Ça, il faut le savoir. Des fois, le 15 juin, on prolonge le contrat d'un joueur, et puis le 5 juillet, on le vend. Donc on lui a prolongé son contrat de travail, pas pour qu'il travaille, pour le vendre plus cher. Je comprends pas. C'est quoi le football sans transfert, alors? Ça se passe comment? Non, mais c'est simple. Normalement, en droit du travail normal, quand il y a une rupture de contrat entre un employeur et un employé, si c'est l'employeur qui a pris l'initiative, il est condamné, grosso modo, salaire restendu pour la période où il a licencié le joueur, le salarié. À l'inverse, le salarié, il lui reste 2 ans de contrat, il gagne 10 000 euros par mois, ça fait 240 000, ça ne fait pas 24 millions, 80 millions. Et donc, c'est ce problème-là qui fait qu'il n'y a pas de valeur étalon, donc on peut faire... ce que vous dénoncez, c'est la spéculation autour, Exactement. autour des transferts. Juste une chose, alors, évidemment, les joueurs ne sont pas des fiscalistes, mais est-ce qu'on n'a pas quand même un peu tendance, comme ça, dans la discussion, autour notamment des footballistes, à un peu trop les déresponsabiliser? Quand un joueur signe un document pour une société, pour être l'ayant droit d'une société aux îles Vierges britanniques, et il signe aussi ses impôts, il a quand même le droit de se demander ce que sont les îles Vierges britanniques. On a des exemples de joueurs qui refusent ce type de montage. Les joueurs ne sont pas exonérés de responsabilité. Cela dit,
quand on connaît le paysage du foot et qu'on connaît la manière dont les joueurs sont dans le système, mais c'est vrai, pas que pour l'argent ou pour les déclarations fiscales. C'est vrai si ils ont un accident de voiture pour faire le constat. C'est vrai pour déclarer un truc à la Sécu. C'est vrai, ils sont assistés dans tout. Donc finalement, et puis il faut dire aussi que le système, il le disait, tout le monde est au courant et ça, on dirait que ça devient normal. C'est-à-dire aujourd'hui, chaque fois qu'on met le nez dans un transfert, chaque fois, que ce soit à Sion, à Marseille, à Lille, partout, il y a un problème. De toute façon, il y a tout le temps un problème. Donc voilà, c'est le système qui veut ça. Vous représentez les agents. Est-ce que vous faites partie de ceux qui infantilisent les joueurs? Poser la question, c'est y répondre. Je réponds à la question qui nous a été posée, et à Philippe. Le premier réflexe, et Jérôme en a parlé aussi, je dirais mauvaise éducation et pouvoir politique. Mauvaise éducation, comme l'a dit Philippe, bien évidemment que les joueurs sont déresponsabilisés. Et dès qu'il leur arrive un souci de quelque ordre que ce soit, et si jamais c'est juridique, le club aura vite fait de lui dire « Ne t'inquiète pas, je vais te mettre 3 avocats du club sur ton dossier, tu joues et amuse-toi, fais ce que tu veux. » Pouvoir politique. Notre syndicat est créé depuis 2006. Et en 2006, on était en plein dans les affaires des procès de l'OM et du PSG des années 2000. Transfert. Oui, entre autres. Transfert, c'est du joueur, droit d'image, tout ce que vous voulez. Droit d'image, tout ce que vous voulez. Et donc, mission d'information créée en 2006, tu te souviens, avec à l'initiative de messieurs Gaëtan Gors, Nérou, député à l'Assemblée nationale. Socialiste à l'Assemblée nationale. Mission d'information. De cette mission d'information, gros travail de cette mission qui sort un rapport d'information avec des préconisations. Nous sommes donc en 2007, à ce moment-là. Nous sommes en 2016. Quasiment aucune des solutions qui pouvaient arranger la situation dans ce document n'ont été prises. Nous avons vu depuis 2007, je ne sais pas si on a été auditionné, 10, 12 fois. Alors qui freine Ce sont les pouvoir, clubs oui, bien sûr. Bien sûr, le seul lobby qui s'exerce, nous sommes totalement, je dirais parfois que nous autres agents, on a les instances que l'on mérite. Oui, en quelque sorte. Parce que comme dans beaucoup d'autres domaines, on en parlait, 330 agents. S'il y a 80 à 90 agents dans les syndicats, c'est un grand maximum. Donc ils se laissent faire. Ils sont très, très individualistes. C'est qui le lobby ils du se foot, laissent faire. Mais c'est les clubs de football qui dirigent la manœuvre. Le football professionnel, donc la Ligue de football professionnelle, la Fédération française de foot. Oui, mais bien sûr. Et quand on parle de mauvaise éducation, c'est extrêmement important. Parce que quand on parle de mauvaise éducation, le premier réflexe, quand vous voyez un enfant mal élevé, vous avez envie de lui mettre une claque, effectivement. Et le deuxième réflexe, c'est quoi? C'est lequel? C'est où sont ses parents? Et là, c'est exactement la même chose. Les pouvoirs politiques, alors la Fédération française de football, comme les clubs, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont comme tout le monde. Ils ont pas envie de s'embêter. Le politique se couche, d'après ce que vous dites, devant ce écoutez, lobby. Encore une fois, on l'a dit de manière très simple, parce que le seul lobbying, je termine, c'est rapide, le seul lobbying qui s'exerce et qui a de la force, de la puissance, c'est le lobbying des clubs de football professionnels. C'est le seul. En face, il n'y en a aucun. Jean-François Rocard, vous partagez ce constat ? Alors, effectivement, on pourrait dire que les institutions françaises ne font pas assez de travail. Ce qui est vrai, c'est que, comme on l'a déjà dit, le marché des transferts est aujourd'hui un marché international, avec une activité qui est purement internationale, avec une majorité des échanges qui sont réalisés entre des clubs appartenant à des fédérations différentes, et qu'aujourd'hui, la réglementation purement française est déjà la plus contraignante du monde. Et ce que disent tous les économistes, c'est qu'à une activité internationale, on doit trouver une régulation internationale. Et aujourd'hui, réguler les agents au niveau international, c'est extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce que nous, en France, on est 4 autour de la table à être d'accord, mais quand vous allez au Brésil, quand vous allez en Espagne, quand vous allez au Portugal, quand vous allez en Russie, vous avez des gens qui ne sont absolument pas d'accord avec cette vision-là, la vision que vous avez que j'ai moi. Et donc, être encore plus contraignant pour les agents français en France, ça serait... Ce que disent les clubs, ça serait se tirer une balle de plus dans le pied, parce que les autres font n'importe quoi. Et donc le monde politique est sensible à cet argument ? Disons que c'est concurrentiel, c'est ça ? Non, absolument. Le fait que les clubs disent que la concurrence des nations, que la réglementation française ne doit pas être trop contraignante, mais c'est la même chose sur l'environnement. La taxe carbone, on dit bah oui, mais nous si on la met en France c'est très bien, mais les autres l'ont pas, donc c'est une catastrophe. Tout à l'heure, Jérôme Latta parlait du dopage.
Et on a vu quand même qu'en France, alors avec le succès peut-être limité, mais il y a eu des choses qui ont été faites. Parce que c'est pareil, on pourrait dire à l'international, s'il n'y a qu'en France qu'on cherche à limiter le dopage, excusez-moi, je vais au bout de l'idée, voilà, ça a été fait. Il y a une agence qui a été montée, il y a des contrôles qui ont été faits. Alors, et en France, c'est pas forcément aussi bien dans d'autres pays. Pourquoi on ne peut pas envisager des choses comme ça pour contrôler les flux financiers ? D'abord parce qu'il y a une panne de volonté politique. On peut regarder au niveau de la France. Alors effectivement, ça pose des problèmes juridiques, d'harmonisation internationale, etc. Mais il y a déjà eu des initiatives au début des années 2000. La FIFA a essayé de réformer de manière assez ambitieuse le système des transferts. Et d'amendement en amendement du projet, la réforme finale n'a pas réussi à enrayer les dérives et la croissance exponentielle des montants des transferts échangés. Mais il y a quand même des cadres dans lesquels on peut manifester cette volonté politique, exprimer et organiser cette volonté politique. Ça avait été aussi le cas également au début des années 2000, quand les ministres des Sports françaises et italiennes s'étaient battus pour l'établissement d'une reconnaissance de la spécificité des activités sportives, au sein de laquelle on aurait pu imaginer de re-réguler, de re-réglementer une activité, une industrie, celle du football, qui allait vraiment dans le sens inverse. Bon, il se trouve que cette reconnaissance de la spécificité des activités sportives a été limitée dans les faits, et derrière, il n'y a plus de ministres comme ces deux-là, avec la volonté de réglementer. Mais étant donné notamment le poids économique du football européen, on pourrait imaginer que l'UEFA, en coordination avec la Commission européenne, établisse des règles plus contraignantes, se rapproche des syndicats de joueurs internationaux comme la FIFPro, qui, comme M. Pial disait tout à l'heure, prône une réforme assez drastique, assez profonde du système des transferts qui assécherait l'essentiel des flux financiers. Entre parenthèses, l'argent irait quand même. Enfin, l'avantage, c'est que l'argent irait peut-être encore plus aux joueurs. Hein. Donc ça se fait aussi à l'avantage des joueurs. Il faudrait y ajouter un salary cap. Parce qu'effectivement, sinon, si c'est pour détourner les flux. Un salary cap, c'est-à-dire un maximum. Un plafonnement. Ou des salaires des joueurs, ou de la masse salariale. Autre outil de régulation. Oui. Mais s'il n'y a pas un déclenchement de cette volonté politique, qui peut venir de scandales comme ceux des Football Leaks, qui peut venir, il faut qu'il y ait quand même de la part des publics du football une volonté, enfin une sorte de ras-le-bol ou une prise de conscience que ça ne va pas, que ce n'est pas supportable, qu'une idole comme Cristiano Ronaldo ne peut pas s'en tirer avec ses opérations humanitaires et d'un autre côté escamoter 150 millions d'euros. La FIFA est censée contrôler ça, ou c'est même pas dans ses attributions finalement ? C'est en partie dans ses attributions, mais il y a la question des droits nationaux et du droit européen en particulier. Mais c'est possible avec de la volonté politique, mais j'en reviens un petit peu à la question, et je conclus, de Fabrice tout à l'heure, c'est que ça arrange finalement tout le monde, en particulier les pouvoirs publics, les États, que le football soit devenue cette industrie du spectacle. Alors, pour employer une image très bateau, mais c'est un opium du peuple. Et les gens qui consomment du football, surtout qui consomment ce football-là, qui est devenu beaucoup plus un spectacle qu'un sport, on n'a pas envie, quand on est fan de foot, spontanément, de voir cette face sombre et de voir ce qui est derrière le caractère extrêmement spectaculaire du football. Et ça, c'est les intérêts des États, des pouvoirs publics, convergent autour de cette idée que tant mieux si tout le monde... c'est quand même des revenus qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État. Absolument, mais alors là, c'est pas propre au football. C'est pourquoi est-ce que l'Union européenne et la plupart des pays européens sont aussi laxistes et voire bienveillants avec l'évasion fiscale, le dumping fiscal, etc. On a un président de la Commission européenne qui a quand même un palmarès à ce niveau-là, quoi. Monsieur Juncker, qui est à la tête du Luxembourg, dont l'une des spécialités était d'appauvrir tous les États autour de lui. Et c'est ce que l'affaire LuxLeaks, cette fois, avait révélé. Et ceux qui l'ont révélé, on le rappelle, sont en train d'être jugés en ce moment au Luxembourg. C'est-à-dire ceux qui n'ont été que des citoyens, ce sont eux qu'on poursuit et pas l'évasion fiscale. Jean-François Bocard, est-ce que, par rapport à ce que dit Jérôme Latta et la discussion que nous avons là, est-ce que vous trouvez qu'il y a, dans le monde du football, tous ces acteurs que vous regardez comme spécialistes en droit et économie du sport, il y a un souci de pédagogie, notamment autour de cette question de l'impôt. On voit bien que nous, ce qu'on voit dans les Football Leaks, je parle sous le contrôle de Mickaël, mais il y a une obsession de l'évitement de l'impôt, d'en payer le moins. Et pourtant, sauf erreur de ma part, les stades sont construits avec l'impôt. Les centres de formation, les fédés financent
avec de l'impôt. Les routes pour aller sur les stades sont financées avec de l'impôt. Les clubs touchent des subventions grâce à l'argent public. Est-ce qu'il n'y a pas un défaut gigantesque de pédagogie de ne pas rendre à la société ce que pourtant la société offre à tous les acteurs du football, y compris, quand je parle de la pédagogie, ceux qui profitent du foot comme un pur plaisir, c'est-à-dire les spectateurs, ceux qui vont au stade, qui achètent des maillots, qui payent des places ou des abonnements très chers d'ailleurs pour pouvoir regarder les matchs à la télé. Je ne sais pas si on peut répondre en tant qu'économiste ou juriste, parce que c'est plus une question morale. Alors, pour rebondir sur votre question, mais en la détournant malgré tout, je revenais sur une question que vous avez posée tout à l'heure à Philippe Pia. Pourquoi est-ce que ce sont les clubs qui payent les agents de joueurs? Et c'est une question fiscale. Parce que si c'était les joueurs qui payaient, ils seraient obligés ils demanderaient un salaire supérieur pour pouvoir toucher en net ce qui les intéresse. Sur ce salaire, ils paieraient des impôts sur le revenu. Alors que là, le club payant la commission, ça réduit ses impôts, son IS, et en plus, ça lui permet d'économiser son impôt sur les sociétés, et ça lui permet d'économiser les cotisations sur le salaire. Sauf que c'est plus ça. Parce que depuis la dernière loi qui a essayé d'aller dans ce sens, les clubs payent effectivement les agents, mais ils le mettent en avantage en nature sur la feuille de paye. Donc à la fin, les joueurs ne le savent pas ça, ils y comprennent rien là-dessus, mais à la fin, c'est le club qui paye l'agent, mais sur la feuille de paye, avantage en nature, donc il paye les impôts. C'est pour ça que moi je préconise toujours que le joueur doit payer son agent, et sur le plan fiscal, il peut choisir soit les frais forfaitaires limités à 10% avec un plafond de 12 000 €, soit de choisir le système des frais réels. Et en faisant comme ça, avec les frais réels, il pourrait intégrer la facture de son agent dans les frais réels. Et c'est comme ça qu'on assainirait une partie du problème. Alors, je finis. Je pense que ça serait une erreur de faire un focus, je reviens sur mon idée, de faire un focus sur la France. Parce que j'ai eu la chance de faire une étude pour la FIFA il y a 3 ou 4 ans sur les fameux fonds de pension, le TPO, et de voyager. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est le TPO? C'est-à-dire qu'on peut acheter des parts de joueurs. Voilà, donc c'est l'intervention de tierces parties, autres que les clubs, n'appartenant pas au monde du football, qui achètent des droits économiques de joueurs, donc des pourcentages de futures indemnités de transfert sur des joueurs, contre la cession d'une somme d'argent pour en général gérer la trésorerie des clubs qui sont en Aujourd'hui difficulté. interdite. Aujourd'hui interdite. Depuis 2015. On est d'accord, pour les gens qui nous regardent, c'est complètement fou. Ben, c'est un peu comme les dessins des vaches qu'on séquençait comme ça. Et on achète des tranches de joueurs, exactement, comme on peut choisir l'aile ou la cuisse. Voilà. Et donc pour rebondir là-dessus, lorsque j'ai fait cette étude, on a fait une étude qualitative, quantitative en Amérique du Sud, etc. On rencontre des agents importants, des agents économiques, donc des acteurs, qui n'ont aucune notion morale comme vous pouvez en avoir vous. C'est-à-dire qu'au Brésil, on se retrouve avec des acteurs qui n'ont même pas idée de ce que peut être l'intérêt de la fiscalité dans un pays, concrètement. Donc c'est vrai qu'on peut discuter ici en France de savoir si on peut économiser, mais il y a des acteurs qui se fichent complètement de ces questions-là. Donc la question morale, la pédagogie dans le football, il ne faut pas la faire en France. Elle va marcher en France pour ajuster le curseur, mais il y a des pays et des continents qui, au niveau du football, sont à 1000 lieues du sérieux qu'on peut avoir, nous, en termes de fiscalité. Et est-ce que vous avez le sentiment, pardon, je parle quand même de la France, on a le spécimen sociologique de notre propre pays, est-ce que vous avez le sentiment que le monde politique a quand même fait suffisamment de ce point de vue-là pour lutter pour la défense de ses propres intérêts? C'est ce que disait tout à l'heure Jérôme Latta. Bon, ça ne concerne pas que le foot. Mais quand même, l'argent public qui est soustrait à la richesse des nations, c'est un manque à gagner pour les caisses de l'État français, ou espagnol, ou britannique. Et on a l'impression que très peu de réactions politiques, par exemple, sur les Football Leagues depuis 2 semaines. Oui. Bon, on peut parler de l'exonération d'impôts qui a été offerte à l'UEFA. C'est aussi un exemple d'impôt auquel on a... Mais je pense que sur l'approche des pouvoirs publics, il y a quelque chose d'assez significatif et qui a été constant sous les 2 mandats de Nicolas Sarkozy et de François Hollande. C'est l'approche, en particulier par le ministère des Sports, de la question du sport français et du football français en particulier, sous l'angle de sa compétitivité. C'est-à-dire qu'on a parlé systématiquement de la compétitivité des clubs français, alors y compris la compétitivité fiscale. Et là, on se retrouve exactement dans la même problématique globale pour l'ensemble des entreprises. C'est on s'inquiète en France, on aurait trop de charges, trop de cotisations sociales, trop d'impositions, etc. Et quand on se pose cette question-là, parce qu'on a accepté implicitement l'idée que c'était important
que le sport français soit la vitrine de la France, que les clubs français soient compétitifs sur le plan européen, parce qu'ils souffrent quand même sur le plan sportif et économique au niveau européen. Ils ont un diagnostic en général, leur régression. Donc on a accepté cette idée-là. Donc la préoccupation, celle qui s'est le plus manifestée de la part des pouvoirs publics, c'est pas les dérives du football, notamment par rapport à des thèmes qu'on avait abordés la dernière fois sur les supporters, hein, sur la préservation du football en tant que patrimoine, des clubs en tant que patrimoine. C'est la préservation ou le développement de la compétitivité des clubs français pour faire bonne figure. Est-ce que ça, c'est un bon calcul économique ? Est-ce qu'un économiste a essayé de savoir ce que ça rapportait, cette compétitivité supposée ou recherchée, par rapport à tout ce que ça allait coûter au quotidien ? De mon point de vue, non, parce que au lieu de s'appuyer sur ces atouts qui sont par exemple la formation, on court après des modèles, on n'a pas arrêté d'entendre l'éloge des modèles anglais ou allemands sans aucune mesure, c'est-à-dire sans prendre en compte ce qu'il y avait de spécifique en Angleterre ou en Allemagne, c'est-à-dire une passion pour le football infiniment plus grande que pour la France. Donc tout le dossier des stades, qu'on n'abordera pas ce soir, avec les partenariats publics-privés notamment, on a consacré beaucoup d'argent, notamment d'argent public, à des stades dont aujourd'hui on constate qu'ils sont surdimensionnés. Donc on a quelque part mal posé le problème, et on ne s'est en tout cas pas posé le problème du coût pour la collectivité, pour les collectivités publiques et pour la collectivité des contribuables. On parle de la responsabilité des politiques et des États. Je voulais revenir là-dessus. La responsabilité de la FIFA, de la Commission européenne, des pouvoirs publics, parce que avec le système, au lieu de dire, je le comprends, si on dégaine les premiers en France, on veut légiférer mieux que ça, on va être affaibli, c'est compréhensible. Sauf que la responsabilité d'un politique français, aussi, si on est en France, c'est quand même de rencontrer ses homologues italiens, hollandais, anglais, et essayer de modifier le système. Parce que là, on court, c'est ce que vous dites, on court après la compétitivité pour être comme les autres. Alors, les autres, quand ils font des choses qui sont anormales, on est obligé de faire pareil pour avoir une chance d'être à la hauteur. Donc, il faut s'adresser aux causes et pas aux conséquences. Donc, il faut changer le système. Parce que là, on est dans une bulle financière aujourd'hui. On le voit avec des salaires de joueurs qui correspondent pas parfois à leurs valeurs, parce qu'on leur fait des contrats, encore une fois, je le redis, pour les vendre, mais pas pour les faire jouer. Donc, on est dans un système de fou. Mais est-ce qu'on peut finalement demander à des gouvernants qui sont prêts à tout, quand je dis à tout, c'est vraiment à tout pour obtenir un événement sportif, des JO ou une Coupe du Monde, de faire la police alors qu'eux-mêmes ne la font pas pour eux-mêmes? Oui, mais il ne suffit pas seulement de faire la police, il faut respecter le droit. Le foot est un espace de non-droit. Si on avait le temps, je vous expliquerais. Le foot, c'est un espace de non-droit. Les règles de droit du travail ne s'appliquent pas normalement. Les ruptures de contrat ne s'appliquent pas normalement. Il n'y a rien qui s'applique normalement dans le foot. À vous entendre, Bertrand Colli, il y a quand même un invariant dans tout ce que vous dites en défendant les intérêts ici des footballeurs, c'est normal, ici des agents, une vision plus générale pour Jérôme Latta, Jean-François Bocard sur le monde du football. C'est quand même qu'on est dans un système qui est en train de perdre la raison. Vous avez parlé de bulle, donc ça veut dire qu'une bulle, ça peut exploser. Absence de moralité, même de conscience de ce qu'on fait. Pour des enfants, l'image qui est renvoyée de tout cela est quand même terrible, puisque c'est le miroir social quand même numéro un. Le sport, c'est le sport le plus populaire. Est-ce qu'il faut une opération pied propre ? Je ne sais pas s'il faut une opération pied propre. Il faut notamment une autre manière de faire de la politique, ça c'est très certain. Je crois que vous aimez bien, en général, expliquer le pourquoi du comment et pourquoi on arrive à ce type de choses. Je vais quand même un peu rentrer dans la technique. Il y a une chose qu'il faut quand même comprendre, c'est que les agents, quand ils travaillent avec un joueur, sont dans l'obligation, en France, de ce qu'on appelle signer un mandat de représentation et d'envoyer ce mandat à la Fédération française de football. C'est-à-dire que vous êtes bien le représentant de tel joueur. Absolument. C'est ça. Absolument. Et nous sommes tenus par la loi et le code des agents de déposer ce mandat à la Fédération française de football. Qui est celle qui vous agrée. Absolument, qui est notre tutelle, notre instance de tutelle. Voilà. Donc ce qu'un agent qui respecte la loi doit faire, et ce que nous faisons et que nous préconisons au syndicat de faire le plus régulièrement possible. Mais que croyez-vous qu'il se passe ? C'est qu'à certains moments particulièrement chauds du mercato, votre contrat ne pèse rien. Quand je dis qu'il ne peut ne rien peser, c'est que si un autre agent vient se substituer à vous, la Fédération française de football
vous dira qu'elle enregistre qu'il y a un autre agent, mais que c'est dommage pour vous. Donc nous, on demande la réciprocité minimale de défense par notre organisme de tutelle du mandat que nous avons déposé. Et pourquoi on le demande? Parce que vous pensez bien que tout ce dont on parle en ce moment, la porte d'entrée, on parlait des agents, et je vous ai dit tout à l'heure, agents, et oui, mais parfois intermédiaires. C'est si on ne protège pas l'agent et son mandat, c'est la possibilité pour un club, et quand on parlait de mauvaise éducation, si vous donnez trop de liberté au club, moi je suis dirigeant de club, je veux diriger mon club comme je l'entends, et si je peux optimiser mon opération financière, je le ferai. Si avec l'agent A, ça ne m'arrange pas, je le ferai avec l'agent B. Et si je sais parfaitement qu'aucune instance ne viendra me demander des comptes, je le fais. Et tout ce que vous voyez, excepté Ronaldo, je ne connais pas le cas particulièrement, mais la porte d'entrée de toutes les dérives et rétrocommissions, elle est là. Mais on n'arrive pas à détecter les dérives, c'est une chose. Mais hier, on a expliqué le cas d'un agent qui s'appelle Luciano Donofrio, qui a été condamné par la justice à plusieurs reprises, à de la prison ferme. Agent star. Agent star des années 90, il a été l'agent de Zidane, de Deschamps, de Desailly. Ce type-là n'a plus rien à faire dans le milieu du football. La FIFA dit que quand on a été condamné pour un délit financier, on n'a plus le droit d'exercer comme agent. Or, qu'est-ce qu'on découvre à la lumière des Football Leaks? Vous ne croyez pas encore au règlement de la FIFA, quand même, j'espère. Bah, j'y croyais. Et ben, on découvre que les clubs continuent de travailler avec lui, les joueurs, mais tout le monde. On parlait de mauvaise éducation. Est-ce que vous avez déjà vu, on est en commission des agents, vous avez déjà vu une sanction sur un club, soit parce qu'il a parlé avec un agent qui n'était pas licencié, mais on n'a jamais vu aucune sanction. Donc moi, je suis président de club, je continue, normal. Je ne jamais sanctionné. Donc pourquoi voulez-vous que... Si je dois optimiser mon business en parlant avec Pierre-Paul Jacques, qui est peut-être pas bien, mais il va optimiser mon business, je parle avec lui. Je rebondis là-dessus parce que Jean-François Broca. C'est intéressant. La réglementation de la FIFA sur les agents a changé il y a peu de temps. On est passé du système où on contrôlait l'accès au marché en licenciant en demandant aux agents de se licencier auprès de leur fédération nationale pour ensuite opérer. Ce système ne fonctionnait pas tout simplement parce que les instances sportives n'ont pas les moyens, c'est ce qu'elles disent, de contrôler. En tout cas, où elles ne se donnent pas les moyens, mais elles n'y arrivent pas. Et donc la FIFA, plutôt que de leur donner les moyens, a reculé et a dit le contrôle à l'accès ne fonctionne pas, on va créer un système d'intermédiaires, on va libéraliser l'accès, il suffit de s'inscrire maintenant, c'est un enregistrement, il n'y a plus un système de licence avec un certain nombre de règles qui étaient imposées, et on va essayer de réguler maintenant l'activité et non plus l'accès. Donc c'est une reculade, hein. Les institutions reculent par manque de moyens. Et pourquoi ça? Parce que la FIFA s'est rendue compte que 70% des transactions se faisaient par des agents non licenciés. Donc elle s'est dit, dans ces conditions, ça veut dire que je ne peux pas contrôler, donc je dérégule, comme certains disent. Ça veut dire maintenant tout le monde peut faire, sous la responsabilité des fédérations, peut faire agent de joueur ou intermédiaire, comme on légalise l'illégal. Voilà, oui. C'est ça, ouais. On recule pour retomber dans une situation où les usages sont permis. Il y a un des acteurs du monde du ballon rond dont on n'a pas parlé, c'est les sponsors. On a vu qu'eux aussi, ils rémunéraient parfois même directement dans des paradis fiscaux. Alors ça, on n'en parle jamais de la responsabilité. Pourquoi? Disons qu'il y a déjà eu des cas comme pour le citer, puisqu'il y a eu Nike et le PSG. Donc à l'époque, à une certaine période, le PSG et Nike ont été punis parce que Nike offrait donc des rémunérations à des joueurs à la place du PSG, ce qui permettait au PSG d'économiser encore une fois des cotisations patronales. Est-ce que c'est un agent perturbateur, les sponsors, dans l'économie du... Non, enfin, moi, à mon avis, perturbateur... Je ne pense pas que ce soit eux qui demandent à rentrer dans ces systèmes. C'est plus, encore une fois, les intermédiaires, donc les agents en l'occurrence, qui... Parce que ce sont des leviers financiers considérables, Jérôme Latta, les sponsors, dans cette société du spectacle et de l'image. Des apporteurs de ressources importants, moins que les diffuseurs du spectacle sportif que sont les télévisions. Mais vous avez montré dans vos articles que... Les sponsors, notamment, se contentent d'une façade, c'est-à-dire des sociétés, des entités auxquelles on leur fait payer les droits d'image, les contrats de sponsoring qu'ils concluent avec les joueurs. Donc, ils ne vont pas plus loin, ça les arrange aussi de ne pas aller plus loin. Alors, en même temps, ça peut être un maillon faible, les sponsors, parce qu'ils sont quand même soucieux de leur image. Et on a vu, au travers des scandales autour de la FIFA, qu'enfin, alors il a vraiment fallu que le scandale soit profond et complètement avéré, qu'enfin les sponsors commençaient à se désolidariser de la FIFA et à exercer une pression sur la FIFA dans le sens d'une plus grande probité, d'une moralisation, d'une plus grande transparence. Donc
Les sponsors étant soucieux de leur image, il faudra voir dans les semaines, les mois, les années à venir comment évolue leur attitude et si eux-mêmes se font porteurs d'une exigence de moralité un petit peu plus grande. Parce que c'est aussi dans leur intérêt que des footballeurs comme Cristiano Ronaldo, qui sont leur tête de gondole, ne soient pas compromis dans des affaires de ce type-là, ce qui rejaillit sur eux-mêmes. Alors, est-ce que la réputation va sauver l'image et la moralité, la moralisation du football? C'est la question, entre autres, qui est posée par les Football League. C'est la fin de notre débat. Merci à tous les quatre d'avoir été là. On va maintenant regarder, avant de passer au second débat, un petit reportage qui a été fait par nos amis de l'agence Première Ligne, qui sont notamment les auteurs d'une enquête pour l'émission de France 2 Complément d'enquête sur les Football Leagues, et notamment nos révélations sur l'affaire qui touche aujourd'hui indirectement le PSG, en tout cas deux de ses grandes stars, Javier Pastore et Ángel Di María. Et on va découvrir comment un pays soucieux de son image, les Pays-Bas, sont devenus un lieu formidable de blanchiment, un paradis fiscal au cœur même de l'Europe. Et donc, on va regarder le reportage de nos amis de Première Ligne, auquel a participé également Yann Philippin de Mediapart. On retrouve Yann Philippin, le journaliste de Mediapart. Direction Amsterdam, pour découvrir qui sont ces intermédiaires qui ont conclu en Hollande le contrat de Nike pour Javier Pastore. La société qui a reçu l'argent pour Pastore s'appelle Aurel. Son adresse officielle, c'est ici en plein cœur du centre historique de la ville, place du Dam. Une adresse prestigieuse pour des sociétés en quête de notoriété, un peu comme sur les Champs-Élysées à Paris. Numéro 8 de la place, étonnamment un petit immeuble un peu biscornu. Un escalier vétuste, une agence de voyage, une société informatique, mais aucune trace de la société Aurel. La gérante de l'immeuble apparaît. Bonjour, je cherche la société Aurel. L'adresse est là ? Ils se servent de cette adresse pour se donner un côté officiel. Mais ils n'ont pas de contrat de location, rien. Il y en a une centaine. Vous voulez dire qu'ils utilisent votre adresse sans votre permission ? Oui, exactement. Des sociétés bidons, en fait. Des coquilles vides où il n'y a personne ? Personne ne travaille ni ne vient ici. Ils relèvent le courrier la nuit et c'est tout. C'est parce qu'ici, le hall d'entrée reste ouvert. Ils prennent le courrier et disparaissent. Ils m'ont même menacé. Vraiment, ils m'emmerdent. Et pourquoi vous ont-ils menacé ? Parce que je leur ai demandé de partir. Je ne leur donne plus leur courrier. Le directeur de Kunze s'appelle Denis Sickman. C'est un avocat fiscaliste. Il dirige à lui seul des dizaines de sociétés. Nous trouvons l'adresse de son bureau dans un tout nouveau quartier d'affaires d'Amsterdam où sont installés des dizaines de cabinets d'avocats. Bonjour. Bonjour, nous souhaitons voir Monsieur Sickman. Non, ce n'est pas bien ce que vous filmez. Nous avons prévenu notre avocat. Vous savez, on veut juste vous parler de Javier Pastore et d'Ángel Di María. Vous parlez football. On ne fait aucun commentaire. Vous semblez représenter de très grands joueurs de football. Oui, c'est une excellente nouvelle, mais nous ne faisons aucun commentaire. Pourquoi ? C'est comme ça. Je vous demande de quitter l'immeuble. Vous savez, on veut simplement savoir pourquoi vous recevez l'argent de ces joueurs et pourquoi ils choisissent les îles Vierges britanniques ou l'Uruguay. Vous devez vraiment quitter l'immeuble, sinon j'appelle la sécurité. Direction NRC, le grand quotidien hollandais, partenaire, tout comme Mediapart, de l'EIC, l'European Investigative Collaborations. Anneke Chin Affo est l'une des 60 journalistes des 12 médias européens qui a enquêté des mois sur les millions de documents Football Leaks. Il semblerait que ce système soit conçu pour échapper à l'impôt. Est-ce que c'est illégal ? Je ne crois pas. Je m'étonne toujours du rôle que nous jouons ici en Hollande.
Nous sommes des facilitateurs. C'est comme l'Irlande. Beaucoup de sociétés étrangères ont une filiale là-bas, pour des raisons fiscales. Nous faisons la même chose ici. C'est une partie importante de nos activités financières. Il y a beaucoup de politiciens qui critiquent ces pratiques, mais les gouvernements ne font pas grand-chose contre cela. Ils disent « Oh, il faut agir contre l'évasion fiscale ». Mais en même temps, ça rapporte beaucoup de business. Donc on les laisse faire.